Donc, d'habitude, j'aime beaucoup interagir avec les gens et j'aurais commencé par demander, est-ce que vous avez déjà entendu parler des communs? Mais malheureusement, comme on est en virtuel, je ne peux pas faire ça. Alors, je vais devoir commencer par vous expliquer c'est quoi la chose. Le titre de la conférence, Cultiver la vie sociale et politique, les communs comme rapport au monde démocratique. Donc, ça fait écho à une recherche en cours que j'ai débutée depuis peut-être 2 ans à peu près, mais qui est encore en progression. Je vous présente un peu des résultats, disons, préliminaires de cette recherche. Alors, les communs. Pour comprendre c'est quoi les communs, il faut revenir un peu en arrière. Donc, les communs, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler aujourd'hui, notamment par un terme qui est associé, mais qui n'est pas tout à fait la même chose, qui est celui du bien commun. Alors, commun et bien commun, c'est pas la même chose. Je vais y revenir plus tard. Mais pour bien comprendre pourquoi cet engouement pour les communs aujourd'hui, il faut revenir dans les années 70 jusqu'aux années 90, donc fin du 20e siècle, pour comprendre d'abord un autre phénomène qui a amené à la réémergence, disons, des communs. Alors, ce phénomène en question, c'est les nouvelles enclosures, ou enclosures en anglais, qui fait écho à une deuxième vague de privatisation généralisée, en fait, de toutes sortes de choses, je vais en parler, qui a eu lieu à la fin du 20e siècle. Donc, dans les années 70 à 90, il s'est produit ce que certains chercheurs appellent un nouveau processus d'accumulation primitive. Accumulation primitive faisant écho à un concept assez central chez Marx, dans le Capital, où il parle justement des enclosures, donc un processus de privatisation des terres communales, notamment en Angleterre, mais aussi en France, comme étant un processus qui, disons, a participé aux origines du développement du système capitaliste. Et donc, en écho à ce concept, à cette analyse que Marx faisait, certains chercheurs aujourd'hui parlent des nouvelles enclosures, donc d'un nouveau processus de privatisation, mais qui cette fois s'étend bien au-delà des terres. C'est un peu mon point de départ pour cette conférence. Et donc là, j'ai listé un peu certains événements qui ont eu lieu à partir des années 70, 1970 jusqu'à 1990, qui ont participé à ce processus. Par exemple, les programmes d'ajustement structurel, qui sont des programmes développés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui ont imposer en quelque sorte ces programmes-là aux pays en voie de développement en échange d'un prêt financier, alors que ces pays étaient largement endettés pour toutes sortes de raisons, notamment la crise du peso mexicain dans les années 80 et la crise du pétrole dans les années 70. Donc, on a un contexte, une conjoncture qui fait en sorte que différents événements convergent et qui font en sorte qu'on va assister à une nouvelle vague de privatisation. Donc, la transition de la Chine au capitalisme en est une autre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Chine comme étant la manufacture du monde, donc un déplacement de la production vers les pays en voie de développement, donc les fameuses délocalisations d'emplois, le développement d'une économie de la dette, donc c'est en lien avec les programmes d'ajustement structurel. Des pays en voie de développement dans le sud global commencent à s'endetter beaucoup. Et on a en parallèle la baisse du taux de profit des entreprises, notamment dans le secteur industriel. Et donc, ces facteurs-là font en sorte qu'on vit toutes sortes de crises économiques à cette époque-là. Et le système économique cherche donc des nouvelles débouchés, des nouvelles avenues pour renouer avec des taux de profit suffisants pour que la croissance économique demeure, etc. Ce phénomène, cet ensemble de phénomènes donne naissance à, je le disais tout à l'heure, ce que David Harvey appelle le phénomène d'accumulation par dépossession. Autrement dit, c'est cette nouvelle vague de privatisation qui va frapper très fort un peu partout dans le monde et qui est présentée par David Harvey comme un processus permanent
qui participent à la réorganisation de la production à l'échelle mondiale suite aux différentes crises. Donc, il y a eu les guerres, il y a eu les crises économiques, des crises politiques aussi. Fin des années 80, on a l'effondrement de l'URSS et qui donne suite à des crises sociales, notamment dans les pays du Sud. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails à propos du concept d'accumulation par dépossession, mais simplement vous dire que ça fait écho, encore une fois, à l'accumulation primitive dont parlait Marx. Marx disait en gros que c'était un processus à l'origine du capitalisme qui a permis en fait le développement du capitalisme, mais avait tendance à en arrêter là. David Harvey va dire au contraire que c'est un processus qui fait partie inhérente du système capitaliste, c'est-à-dire que il y a des cycles dans le système capitaliste qui vont faire appel à un processus de dépossession des biens, vous allez comprendre un peu plus tard à quoi je fais référence, et qui est un outil en fait du système capitaliste pour relancer la croissance, pour relancer le développement du système quand celui-ci subit des crises. Et donc, les résultats, les effets, les conséquences de ce processus-là, depuis la fin du 20e siècle, c'est l'extension des privatisations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a assisté non seulement à la privatisation, disons, des terres, des ressources naturelles, donc des forêts, mais aussi des montagnes, des rivières, de l'eau. Ça a donné naissance d'ailleurs à plusieurs guerres de l'eau, notamment en Bolivie, à Cochabamba dans les années 2000. Mais on a aussi étendu ce processus de privatisation à des choses qui n'étaient pas concernées par avant. Par exemple, la connaissance. Alors, si on pense, par exemple, à la façon que le système de publication universitaire est organisé, eh bien, toutes les principales revues académiques, universitaires, scientifiques sont détenues, en fait, par un conglomérat, qu'on pourrait même appeler un cartel de publication, avec 4-5 gros joueurs qui, dans le fond, chargent pour qu'on ait accès à la connaissance. Donc, c'est une manière de privatiser la connaissance qui coûte très cher au public, en fait, pour y avoir accès. On a le processus de privatisation des gènes humains, on a la privatisation de l'information. Ça a donné lieu à toute une guerre, notamment au niveau des logiciels, des codes de logiciels. On a la privatisation des données, qui est un sujet d'actualité très brûlant, hein, comment s'accaparer des données privées. On a aussi des privatisations au niveau de l'espace urbain. Par exemple, les exemples que je donne ici, l'interdiction de vendre dans les rues en Inde, alors qu'on sait que 80% de l'économie indienne repose sur l'économie qu'on dit informelle. Dans certains endroits en Europe, notamment, on a une interdiction de s'asseoir sur le trottoir pour empêcher notamment les sans-abri de déambuler. Interdiction, privatisation de profiter d'une plage sans payer, donc privatisation des lieux qui avant étaient publics, le phénomène des écoles privées, etc. Donc, autrement dit, on a une extension du phénomène de privatisation qui va bien au-delà des ressources et qui s'étend justement à toutes ces choses-là. Beaucoup de chercheurs ont qualifié ce processus-là d'une nouvelle vague d'enclosures. Donc, la première était la privatisation des terres de paysans communaux, notamment en Angleterre et en France et un peu partout en Europe. La deuxième vague, ça serait cette nouvelle vague de grande privatisation qui s'est étendue à beaucoup d'autres domaines et que certains ont donc appelé la nouvelle vague des enclosures. Les effets de cette vague-là ont été dévastateurs. On a parlé beaucoup des effets de la mondialisation, hein, beaucoup de critiques de la mondialisation néolibérale depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, pour vous donner simplement quelques exemples de ces effets-là, c'est loin d'être exhaustif, mais Philip McMichael, un chercheur à Cornell, par exemple, va dire que de 20 à 30 millions de personnes dans le monde perdent leurs terres dû à la libéralisation du commerce et l'agriculture d'exportation. Donc, privatisation des terres, ça veut dire ça. Hein? Des gens qui sont dépourvus, sont dépossédés, dirait David Harvey, de leurs terres au profit de multinationales de l'agrobusiness notamment, qui vont acheter massivement des terres pour étendre les frontières agricoles, donc privatisant de plus en plus ces terres-là et dépossédant les paysans de leurs moyens de subsistance. Ça engendre un déplacement forcé, une migration. On connaît tous la crise migratoire que l'Europe a vécue ces dernières années. Certains estiment qu'à la moitié du 21e siècle, plus de 50% des Africains vivront à l'extérieur de l'Afrique,
dû notamment à ces processus-là de privatisation. Et les plus affectés dans tout cela sont les femmes, évidemment, encore une fois, incapables d'exercer leur travail reproductif, de reproduction sociale. Donc, la théoricienne féministe Silvia Federici va parler du processus de mondialisation comme un processus d'accumulation par dépossession et qui est une attaque en fait frontale aux moyens de reproduction essentielle de la vie, qui est un processus mené par les femmes. Donc, privatisation des moyens essentiels à la reproduction de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la privatisation des terres, élément central, une réorganisation totale de la maison et bien évidemment du travail. Donc, des gens, par exemple, qui vivaient de leurs moyens de subsistance à travers leurs terres, se voient contraints de travailler pour une entreprise à des salaires le plus souvent de misère. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça en lien avec les communs? Bien parce que ce processus de privatisation-là a donné naissance à une prise de conscience de certains éléments que ces peuples qui ont été dépossédés ou ces personnes concernées avaient et qu'ils se font déposséder et par là engendre un processus de prise de conscience. Donc, Pierre Dardot et Christian Laval, deux théoriciens français, un sociologue et un philosophe, ont écrit un bouquin qui s'appelle Commun au singulier, Essai sur la révolution au 21e siècle, publié chez La Découverte en 2014. Et leur constat initial, pourquoi écrire un livre sur les communs, c'est que les communs ne viennent pas d'une volonté un peu abstraite de théoriciens, d'académiciens, de commencer à théoriser, de parler de ce phénomène-là. Au contraire, ça vient d'une observation. Et c'est très important de le mentionner parce que c'est vraiment un travail d'observation des transformations sociales, politiques, économiques, culturelles qui se produisent devant nos yeux dans le monde, qui mènent à revoir, à revisiter ce que sont les communs. Donc, ce constat initial est le suivant, c'est que depuis une vingtaine d'années, un peu partout dans le monde, des mouvements très différents mobilisent le terme commun comme revendication centrale. Mouvement contre les privatisations en général et contre les privatisations de ressources naturelles en particulier. Donc, on peut penser par exemple au mouvement altermondialiste, qui participait depuis le début des années 2000 à cette lutte contre la privatisation, contre les privatisations que je vous ai parlé. Le mouvement écologiste, notamment, qui va lutter aussi contre les privatisations au nom de l'environnement. Le mouvement féministe, je vous parlais tantôt de toutes les conséquences sur la reproduction sociale. Donc, ces mouvements-là se tournent vers cette attaque des communs, en fait, pour essayer de les contrer. Donc, le mouvement paysan, je vous parlais tout à l'heure des personnes qui subvenaient à leur subsistance à partir des terres. Donc, les mouvements paysans un peu partout dans le monde, regroupés dans la Via Campesina, qui est le plus grand rassemblement de mouvements paysans dans le monde, vont faire des luttes très importantes contre l'accaparement de terres par les multinationales. Et plus récemment, à partir des années 2010 environ, on a assisté aussi au mouvement d'occupation de place. Donc, rappelez-vous, le mouvement à Istanbul qui a occupé le parc Gezi pendant plusieurs mois. L'occupation du parc Gezi se disait elle-même être une commune. Donc, en référence explicite et directe à la Commune de Paris, qui a eu lieu d'ailleurs qu'on fête ce mois-ci l'insurrection de 150 ans de la Commune de Paris. C'était le 18 mars 1871. On a aussi plus proche de nous un peu le mouvement Occupy Wall Street. À Québec, au Carré-Douville, pendant le mouvement Occupy Wall Street, il y a eu l'occupation du Carré-Douville pendant quelques semaines. Mais un peu partout dans le monde, on assistait à des occupations de places et dans lesquelles on avait des assemblées populaires qui étaient formées
Et c'était devenu des lieux où on essayait de préfigurer une société plus juste, plus équitable, qu'on aimerait voir remplacer la société actuelle qui est ancrée sur les inégalités, l'oppression, etc. Donc, un autre mouvement, c'est le mouvement des indignés ou des indignados en Espagne. Même chose, qui revendiquait des espaces publics, ou encore Nuit debout à Paris, qui occupait la place de la République à Paris, encore une fois, en organisant des assemblées publiques dans lesquelles des décisions étaient prises collectivement, dans lesquelles les gens apprenaient à s'exprimer en public, à prendre parole, à donner leur opinion de manière participative, inclusive, démocratique. Donc, encore une fois, dans une volonté de reprendre contrôle sur des espaces qui sont de plus en plus privatisés. Et donc, cette volonté de reprendre une espèce d'emprise démocratique sur des lieux publics à travers une optique, une approche de communalisation, une approche de mise en commun, diraient Pierre Dardot et Christian Laval, à travers des pratiques quotidiennes, des relations sociales qui sont recréées en espace d'un certain temps, d'un certain moment, dans des lieux qui sont publics et où les gens peuvent se rejoindre à ces mouvements-là pour en quelque sorte expérimenter à quoi ressembleraient des relations sociales différentes, des relations sociales plus justes et équitables. Un peu plus dans le sud, certains peuples autochtones en Bolivie, en Équateur, ont développé le concept de buen vivir, qui est aussi une manière différente de penser notre relation au monde, de penser notre relation à autrui, de penser des manières d'organiser la société différemment. En fonction, par exemple, du droit de l'environnement, du droit de la nature. Et les peuples en Équateur sont allés aussi loin que de constitutionnaliser ce concept-là du buen vivir dans la constitution de l'Équateur. Donc, reconnaissance constitutionnelle de la propriété commune, qui n'est ni une propriété privée, ni une propriété publique, mais une propriété qui est gérée collectivement, qui appartient au commun. Et donc, c'est pour dire qu'il y a, autrement dit, un phénomène d'un côté de privatisation étendue hein, à toutes les sortes de sphères différentes qui échappaient auparavant à cette vague de privatisation, donc privatisation généralisée de la connaissance des gènes, etc. Et cette privatisation-là donne naissance à une émergence d'une prise de conscience sur l'importance que des espaces communs, des initiatives communes, des terres communes, de la connaissance commune, etc., avaient dans la vie quotidienne de millions de personnes. Et donc, c'est un espèce de mouvement d'action et réaction qui se produit avec les enclosures d'un côté et les communs de l'autre. Donc ça, c'est un peu une explication du phénomène qui s'est produit depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Pour vous donner un peu une idée, c'est juste des images pour illustrer un peu mes propos, mais on voit ici au milieu une image qui est devenue le symbole du mouvement Occupy Wall Street. C'est le fameux taureau qui symbolise des marchés financiers en hausse, avec une ballerine qui danse dessus pour faire un pied de nez à la financiarisation de l'économie en général. Ici, on voit la place de la République à Paris avec une assemblée de Nuit debout. Ici, c'est un mouvement à Cochabamba, en Bolivie, qui s'est opposé à la privatisation de l'eau. Donc, au début des années 2000, la compagnie multinationale Bechtel française était débarquée en Bolivie pour privatiser l'eau et la gérer de manière privée. Les Autochtones se sont opposés, ont réussi à expulser la compagnie et ont créé à la place une coopérative de l'eau, hein, Cooperativa de Agua, pour gérer de manière commune cette ressource-là. Ici, si je ne me trompe pas, c'est le parc Gézi à Istanbul. Et ici, c'est une autre image de New York. Donc, un autre aspect important à souligner, c'est que les communs ne datent pas d'hier. Donc, c'est quelque chose qui réémerge, comme je disais tout à l'heure, depuis la fin du 20e siècle et le début du 21e beaucoup. Mais les communs, en fait, sont un phénomène extrêmement ancien. Peter Linebaugh, un historien, a écrit un bouquin en 2008 sur l'histoire des communs et montre que les communs sont au centre des sociétés depuis, en fait, des millénaires.
ce n'est pas nécessairement, et ce n'est pas nécessairement confiné à de petites communautés. Donc, tout simplement pour prendre quelques exemples, il existait par exemple un réseau de communs dans l'Amérique précoloniale qui allait du Chili, qui passait par le Nicaragua et finissait au Texas, aux États-Unis. C'était un réseau connecté par un circuit d'échange et de dons. Si vous connaissez un peu les classiques de l'anthropologie, l'anthropologue Marcel Mauss a écrit un essai qui est un classique en anthropologie qui s'appelle l'essai sur le don, où il montre le phénomène du don, comment les sociétés étaient organisées en dons et contre-dons, un peu partout dans le sud global, mais aussi ici dans le nord de l'Amérique du Nord, ici, on avait des réseaux de circuits d'échange et de dons qui caractérisait un peu cette idée de commun assez ancienne qui prévaut depuis des millénaires. En Afrique, on a encore aujourd'hui des systèmes de propriété commune de la terre qui existent aussi depuis très longtemps. Et en Angleterre, plus proche de nous, on a ce qu'on appelait avant les commons ou les communaux, dont je parlais au début de la présentation, qui en fait était une manière de gérer la propriété de la terre en donnant un droit d'usage à la terre aux paysans qui les cultivaient. Et donc, pour vous donner une idée, en 1688, un quart de tout le territoire britannique était des terres communes. Donc, des terres communes, ça veut dire que ce n'étaient ni des terres privées, ni des terres publiques. C'était des terres que les paysans avaient le droit de retirer les ressources qu'ils avaient besoin pour subsister, pour subvenir à leurs besoins. En 1911, il ne restait que 1,5 à 2 millions d'acres de terres communes, ce qui équivaut à peu près 5 du territoire du Royaume-Uni. Et à la fin du 20e siècle, c'était rendu 3 %. Et donc, c'est ça la privatisation des terres communes qui appartenaient aux paysans. On a une réduction drastique de ces terres-là depuis plusieurs siècles. Donc, d'autres exemples de communs. Alors, des choses un peu plus proches de nous peut-être. Les communs sont aussi dans le domaine du numérique. Donc, par exemple, le mouvement du logiciel de la connaissance libre. On peut penser à Wikipédia, on peut penser au mouvement du open source. Maintenant, dans la connaissance, on a aussi les Digital Commons ou encore les Fab Labs. Donc, dans le domaine du numérique, on voit c'est dans les années 90 un mouvement qui part en essayant de protéger l'accès libre au code des logiciels pour que n'importe qui puisse se les approprier et les développer et les remettre au public. Et donc, c'est eux les premiers qui vont parler, qui vont s'auto-définir en fait comme étant des commoners. Nous sommes des commoners parce que nous mettons en commun la connaissance pour que tous puissent se l'approprier et la développer et la pousser plus loin au bénéfice de tous et non pas au bénéfice de certaines compagnies privées. Et donc, c'est là qu'on voit réapparaître véritablement le terme de commoners. En environnement et urbanisation, on a aussi des projets dits de transition écologique et sociale, comme la gestion commune de ressources. Je parlais tantôt de l'exemple de l'eau, la réappropriation d'espaces urbains, je vais vous en parler un peu tantôt, ce qu'on appelle les tiers-lieux, je vais parler de bâtiment 7 tantôt, ça va illustrer un peu ce que je dis. Les monnaies alternatives, à Québec, on a le blé, par exemple, on a eu la campagne des dollars solidaires l'année passée, ou encore des projets d'agriculture urbaine où on essaie de se réapproprier le contact avec la nature, le contact avec l'environnement pour reprendre un peu connaissance d'où vient notre alimentation. Je vais parler un peu maintenant des exemples qu'on trouve au Québec. Donc, au Québec, on assiste aussi à une multiplication d'initiatives de coopération citoyenne dans une optique de transformation sociale ou de transition écologique. Réappropriation d'espace et création de liens sociaux. Peut-être l'exemple de commun le plus parlant et le plus explicite qu'on a au Québec, c'est le bâtiment 7. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu ou avez peut-être entendu parler du bâtiment 7. Le bâtiment 7, c'est un complexe industriel qui est situé à Pointe-Saint-Charles, à Montréal, et qui a été le fruit d'une très longue lutte, d'une très longue bataille citoyenne qui a duré en fait 12 ans. C'était des regroupements de citoyens, d'organismes communautaires, de mouvements sociaux de la Pointe-Saint-Charles à Montréal
qui ont entrepris la démarche de se réapproprier un espace qui appartenait au CN, donc la compagnie canadien nationale, qui détenait le bâtiment, mais qui n'en faisait plus usage depuis belle lurette. Et donc, les citoyens ont voulu se réapproprier ce bâtiment-là pour construire, pour développer des projets du bas vers le haut, des projets citoyens qui allaient véritablement bénéficier la communauté. Suite à 12 ans de lutte, ils ont pu crier victoire. Ça n'a vraiment pas été facile. Si ça vous intéresse, il y a un petit bouquin publié chez Éco-Société qui raconte toute cette histoire-là. Mais aujourd'hui, en fait, depuis l'été 2018, le bâtiment 7 est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc, un espace réapproprié par les citoyens où on a développé toutes sortes de projets. Alors, pour donner des exemples, il y a par exemple une épicerie coopérative qui, en fond, pour devenir membre, plutôt que de cotiser financièrement pour devenir membre, comme une coopérative généralement demande, ça va être, vous devez donner un peu de votre temps. Donc, je crois que c'est quelque chose comme 1 heure ou 2 heures par mois. Les personnes qui désirent acheter à l'épicerie doivent faire du bénévolat, donc participer à la gestion de l'épicerie pour pouvoir devenir membre de l'épicerie et ensuite pouvoir bénéficier des produits qu'ils vendent. Donc, c'est un système de participation un peu différent, mais qui incite les gens à se réapproprier les services desquels ils bénéficient. Donc ça, c'est un des exemples de Bâtiment 7. Bâtiment 7 a aussi une microbrasserie qui est une coopérative de travail. Il a aussi un atelier de vélo dans lequel on peut suivre des formations de mécanique de vélo. Il y a des projets de scénographie, des projets d'art. Ils sont en train de développer maintenant un projet de CPE qui serait localisé à l'intérieur du bâtiment, un projet aussi d'agriculture urbaine, donc à l'intérieur du bâtiment, de logements sociaux. Le bâtiment est très, très grand, donc ça permet de faire beaucoup de choses. C'est devenu, en espace de 2 ans, 3 ans, un lieu de rencontre qui a un peu décloisonné les voisins, le quartier, en offrant un espace d'échange, un espace de dialogue, un espace de création de liens sociaux qui manquait drastiquement au quartier. Donc, c'est une manière, autrement dit, de recréer du lien, de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer et développer des projets ensemble au bénéfice de la collectivité, au bénéfice de la communauté. Le bâtiment 7 s'inspire directement de certaines philosophies politiques, par exemple d'autogouvernement, d'autonomie, des communs, donc d'autogestion. Et donc, c'est dans cette optique politique-là qu'ils essayent véritablement de proposer une manière de faire société différente à l'échelle du quartier, mais qui pourrait être reproduite dans d'autres contextes. Espace d'initiative à Québec était un projet de réappropriation de l'église Saint-Charles de Limoilou pour la transformer encore une fois en un espace multisectoriel avec toutes sortes avec des entreprises d'économie sociale, du communautaire, avec un bistrot coopératif, avec encore une fois une serre d'agriculture urbaine, etc. Le champ des possibles, c'est une friche urbaine à Montréal, donc un espace vacant qui a été réapproprié par les citoyens et qui maintenant fait de l'agriculture urbaine. Solon, c'est un autre projet à Montréal qui est parti d'un groupe de voisins qui voulaient créer une ruelle verte et qui ont créé la ruelle verte, mais qui, dans le processus, se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup d'affinités communes et qui, de fil en aiguille, ont décidé de lâcher leur job et de partir un collectif qui s'appelle le collectif Solon, qui fait maintenant de l'accompagnement de projets citoyens, de réappropriation d'espaces publics, par exemple de géothermie dans les ruelles vertes, d'implantation de géothermie dans les ruelles vertes, etc. Donc, c'est simplement pour vous donner quelques exemples d'initiatives citoyennes qui s'inspirent de l'approche des communs. Je ne vais pas parler de chacune des initiatives parce que je n'aurai pas le temps de le faire, mais dans l'agriculture urbaine, on a ces organismes-là au Québec, Cracvitume à Québec, par exemple, les urbainculteurs, des organismes de design social. Donc, comment penser le design à la fois d'environnement de travail, à la fois d'environnement de rencontres, de loisirs, de manière à favoriser la construction de liens sociaux. Les ateliers collaboratifs, la Patente à Québec, c'est une place où on peut devenir membre de la coop et on peut aller louer des outils plutôt que d'acheter. Par exemple, si vous avez des rénovations à faire à la maison, vous n'avez pas de drill, vous pouvez aller louer une drill en devenant membre de la coop plutôt que de l'acheter.
Euh, de ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, les espaces éphémères. On en a à Québec, sur Charest, pas loin de Dorchester. On a un stationnement qui devient un espace éphémère où on peut projeter des films l'été, on peut faire des conférences l'été. Des logements, la coop Milton Park est une coop d'habitation. La coop Dorimène qui va avoir lieu à Québec bientôt, une coop unique en son genre. Le sous-sol de la coop, c'est une autre coop d'agriculture urbaine qui va l'occuper pour développer des produits d'alimentation. Et la chaleur générée par l'agriculture va servir à chauffer les logements en haut. Donc, une coop, un modèle assez unique au Québec. Dorimène est la femme d'Alphonse Desjardins, donc un hommage aussi aux femmes qui ont participé au développement coopératif du Québec. Des coops autochtones aussi, la coop Nitaskinan, il y a une erreur ici, qui a été fondée par Karine Awashish, une de mes étudiantes au doctorat, qui fait de l'accompagnement pour d'autres autochtones qui désiraient créer des coops en milieu autochtone. Et dans le domaine des soins, la coop SAPSA à Québec, une coop d'infirmières qui offre des soins d'infirmières à travers une organisation coopérative, Coop Spot, pas la coop, mais l'OBNL Spot dans le même domaine des soins aussi. Donc, c'était juste pour vous donner quelques exemples d'organismes. On peut y revenir si vous voulez plus tard. Et donc, pour conclure, je vais juste rappeler un peu la manière, qu'est-ce que je veux que vous reteniez de qu'est-ce que c'est les communs. Parce qu'il y a beaucoup de confusion entre bien commun, commun. Je présente toutes ces initiatives-là et là, vous aurez pu penser, mais ça me paraît des choses assez différentes les unes des autres. Qu'est-ce qui rassemble ces choses-là? Pourquoi on peut parler de toutes ces initiatives-là comme étant des initiatives qui s'inspirent de l'approche des communs? Alors, je reconnais d'emblée que le degré disons, de cadrage de ces initiatives-là avec ce que je vais vous présenter comme étant des dimensions centrales des communs va varier. Hein. Mais l'important, c'est de retenir qu'il y a une certaine volonté d'aller dans cette direction-là. Donc, je prends la définition des communs que donne Silvia Federici. Et en passant, la littérature sur les communs est de plus en plus vaste. Il y a plusieurs manières de définir c'est quoi les communs, de comprendre c'est quoi les communs. Ici, j'ai sélectionné volontairement les manières que moi, je trouve les plus intéressantes, mais si vous avez des questions là-dessus, on pourrait y revenir. Il y en a d'autres manières de concevoir les communs. Je vous présente celle que je trouve la plus intéressante. Donc, pour Silvia Federici, les communs doivent essayer de proposer, de construire des nouveaux modes de production et des nouvelles institutions. Donc, autrement dit, des nouvelles façons d'organiser la société, de penser l'organisation à la fois du travail, à la fois des liens sociaux, à la fois des relations sociales, à la fois de la production. Donc, vraiment essayer de proposer des manières différentes d'organiser la société avec, dans l'optique, la volonté d'instaurer des relations sociales plus justes, d'instaurer une préoccupation pour l'environnement, d'instaurer une préoccupation pour contrer l'oppression, contrer le racisme, contrer les inégalités de genre, etc. Les communs doivent avoir en leur cœur l'idée de propriété commune, de propriété partagée, qui n'est ni une propriété publique, ni une propriété privée. Elle est au contraire une propriété gérée collectivement. Donc, un accès égal aux moyens de production et de reproduction comme fondation de la vie dans les communs. Les communs ne sont pas des choses, mais des relations sociales. Hein? C'est très important. Les communs, ce n'est pas des biens communs. Quand on dit des biens communs, généralement, ça nous renvoie à des ressources naturelles. Par exemple, l'eau est un bien commun. C'est une façon de voir les choses, mais ce qui est plus important dans les communs, c'est vraiment le type de relation sociale qu'on est en train de produire, de renforcer, de mettre en place lorsqu'on s'embarque dans un projet inspiré des communs. Donc, Linebaugh, par exemple, va parler de commoning. Hein, il va mettre l'accent sur l'acte du partage, hein, la pratique qui est engendrée dans ces situations-là. Et évidemment, des solidarités qui sont créées dans ce processus. Donc, le commoning est d'abord et avant tout une pratique hein, qui peut apparaître inefficace sous les lunettes capitalistes. Et c'est justement là l'intérêt, c'est de proposer une nouvelle façon d'organiser, encore une fois, la société. Pour ce faire, ben, ça prend une volonté d'investir du temps. Hein, toutes ces choses-là, les décisions collectives, des discussions, des débats,
des résolutions de conflits, ça ne se fait pas avec des décisions qui vont être prises par le haut. Ça se fait avec des décisions collectives. Et donc, pour ce faire, bien, ça prend du temps. Investir du temps dans le travail de coopération, en discutant, en négociant, en apprenant à gérer les conflits et les désaccords de manière à favoriser le bien-être collectif. Donc, construction de communautés coopératives dans lesquelles les individus prennent conscience de leur interdépendance, de leur vulnérabilité, en renforçant les relations de soins. Donc, tout ça, derrière ça, sont impliquées des relations de réciprocité, hein, des relations d'égal à égal, où on va véritablement partager quelque chose et non pas imposer des relations de pouvoir ou reproduire des relations de pouvoir. Donc, c'est une coopération construite sur la base du respect mutuel, de l'ouverture pour des expériences de vie hétérogènes, qui est en fait un principe pour tenir en garde l'exclusion, la discrimination, le racisme. Finalement, les communs, ce sont aussi des règles établies. Donc, tout ça, tout ce que je viens de dire, il n'y a pas une formule magique qu'on peut appliquer partout. Au contraire, chaque contexte a des particularités spécifiques au contexte. Et donc, c'est dans les discussions, c'est dans la délibération, dans la résolution de conflits qu'on va établir des règles qui impliquent par définition des droits, mais aussi des devoirs, hein, des obligations envers le collectif, envers la communauté, qui vont être adaptées à ce contexte particulier. Ces règles vont être débattues, discutées et vont être prises de manière collective, toujours en essayant de favoriser le bien-être de tous et de toutes. Et pour compléter ce portrait-là, je vais prendre la définition qu'en donnent Dardeau et Laval aussi, parce qu'ils vont ajouter que les communs, c'est aussi un principe politique. Donc, derrière tout ça, il faut toujours garder en tête que les communs, de la manière que les autres vont le concevoir, c'est vraiment une philosophie politique. C'est une manière d'orienter politiquement des décisions. Et c'est là qu'on rentre dans un peu le nerf de la guerre, parce que les communs, c'est pas simplement de dire, ben voici, nous, on fait nos petits communs dans notre coin, et puis voilà, on a fait notre part et c'est tout. Non, c'est les communs, l'intention derrière ça, c'est que ça devienne un vrai mouvement politique, hein, une vraie alternative à toutes sortes de problèmes que le système capitaliste et patriarcal et racial engendre aujourd'hui. Et pour compléter, je termine là-dessus. Donc, les communs, et ça, c'est ma recherche en cours. John Dewey, un philosophe américain du début du 20e siècle, fin 19e, début 20e siècle, parle de la démocratie comme une culture politique à cultiver. Et c'est en référence au titre de ma présentation. Donc, ça serait intéressant, c'est là-dessus que je me penche en ce moment, de concevoir les communs comme une manière, évidemment, de renforcer la démocratie, en considérant la démocratie non pas comme un simple régime politique avec des partis, des élections aux 4 ans, etc., mais de manière bien plus approfondie comme un mode de vie, comme une manière d'être au monde. Et donc, pour Dewey, il va dire que si la démocratie n'est pas au travail, si la démocratie n'est pas à l'école, si la démocratie n'est pas dans nos relations sociales quotidiennes, on n'est pas en démocratie véritablement. Ce n'est pas parce qu'on a des élections aux 4 ans et des partis politiques qu'on est en démocratie au sens, disons, plus profond du terme. Donc, pour Dewey, on devrait, pour véritablement cultiver un système démocratique, une démocratie comme forme de vie, on doit la nourrir, l'alimenter dans nos relations quotidiennes et dans toutes les institutions qui composent la société. Et les communs seraient donc, dans cette optique, une manière assez intéressante pour promouvoir cette idée-là. Alors voilà, je m'arrête ici et je vais laisser place aux questions maintenant. Donc, merci beaucoup. Pouvez-vous donner des exemples concrets comme la Bolivie et l'Équateur applicables dans des démocraties sans influence soviétique? Si je comprends bien la question, ben, premièrement, je voudrais quand même clarifier quelque chose. La Bolivie et l'Équateur n'ont pas du tout aucune influence soviétique, selon moi, je m'excuse. Euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais euh,
Si je peux prendre l'exemple de la Bolivie et de l'Équateur, ce que je parlais tout à l'heure, le buen vivir, l'influence, l'inspiration vient des savoirs traditionnels autochtones. Ça n'a absolument rien à voir avec l'Union soviétique. C'est vraiment issu des savoirs autochtones traditionnels de la Bolivie et de l'Équateur. Donc, buen vivir, ça veut dire Kawak Sumac, si je le prononce bien, en quechua. Ça renvoie à l'idée de la vie bonne qu'on pourrait en Occident comparer à ce que Platon, Aristote appelaient la vie bonne. Donc, quelle est la meilleure forme de vie, à la fois pour l'épanouissement personnel et l'épanouissement collectif des sociétés? Comment faire pour proposer quelque chose, pour réfléchir à une forme de vie qui soit la plus adéquate à l'épanouissement, à la réalisation personnelle et collective? Donc, c'est dans cette optique-là qu'on pourrait peut-être réfléchir le buen vivir en Équateur et en Bolivie. Et donc, c'est de repenser, notamment dans cette optique-là, la relation que nous avons avec la nature. Donc, pour eux, nous ne sommes pas des êtres humains qui regardons la nature, disons, de l'extérieur, la nature comme étant quelque chose qui est devant nous, mais au contraire, nous sommes dans la nature, nous en faisons partie intégrante. Et donc, simplement de dire ça change beaucoup de choses parce que, considérant que nous faisons nous-mêmes partie de la nature et ce n'est pas quelque chose qui nous est extérieur, alors nous devons par définition la protéger puisque nous protégeons nous-mêmes en protégeant la nature. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on a inscrit dans la Constitution des droits à la nature, par exemple, pour justement empêcher le développement de l'extractivisme en Amérique latine, qui est le principal moteur des économies depuis la colonisation il y a 500 ans. Donc, comment faire en sorte de repenser la protection de l'environnement, notamment en repensant notre relation au monde, hein, repensant notre relation à la nature. Pour donner un exemple dans d'autres pays, moi j'ai fait un petit terrain à Barcelone. Barcelone, en 2011, a subi une crise économique majeure. Donc, 2008-2009, on a eu la crise financière. 2011, les répercussions arrivent là-bas. On a des taux de chômage qui vont jusqu'à 50% chez les jeunes jusqu'à 25 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, ça crée énormément de révoltes, de mécontentement. Et dans la foulée de tout ça, s'est créé le parti Barcelone en commun. Donc, Barcelone en commun est le parti qui est au pouvoir aujourd'hui. La mairesse qui le dirige est Ada Colau. Ada Colau s'est inspiré, le parti s'est inspiré directement de l'approche des communs pour instaurer à Barcelone ce qu'ils appellent une gestion civique. Alors, une gestion civique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont, par l'entremise de ce qu'ils appellent des partenariats publics communs, pour faire un pied de nez à public-privé, c'est redonner aux citoyens toute la gestion des services publics municipaux qui peuvent être délégués aux citoyens. Donc, autrement dit, c'est un processus de décentralisation et de réappropriation des services publics avec une gestion commune par les citoyens. Donc, j'ai eu la chance de visiter plusieurs projets à Barcelone qui s'inspirent en fait, qui ont été fondés à partir de cette approche-là. Je parlais tout à l'heure de Bâtiment 7, hein, avec un projet citoyen, réapproprié, etc. Bien, figurez-vous qu'à Barcelone, il y a 184 bâtiments 7. Donc c'est des lieux, des espaces qui ont été réappropriés par les citoyens pour devenir des espaces de rencontre, etc. Comment ça s'est passé? C'est que c'est la ville de Barcelone qui a incité les citoyens à se réapproprier les espaces. Donc, elle a cartographié tous les espaces publics et les espaces privés susceptibles à être réappropriés aussi et a incité les citoyens à se les réapproprier en fonction de critères inspirés des communs, donc assez intéressant sur le point de vue démocratique. Donc, par exemple, les projets qui allaient être soumis pour la réappropriation de bâtiments devaient respecter à peu près tous les critères que je viens de vous nommer sur la définition des communs. Ça devait être démocratique, les décisions devraient être prises collectivement, le projet devait avoir un impact écologique important, le projet devait avoir un impact social dans le quartier important, devait rassembler les citoyens, devrait faire participer et inclure le voisinage dans le projet le plus possible. Et donc, c'est à ma connaissance aujourd'hui, c'est probablement l'exemple en Occident le plus intéressant. Certains parlent même du laboratoire des communs qui est devenu Barcelone, comme exemple concret de comment on fait pour instaurer cette approche des communs au niveau municipal, par exemple.
L'approche des communs à Barcelone, elle est très inspirée aussi de ce qu'on appelle le municipalisme, qui est une philosophie politique qui va défendre l'idée d'un changement, d'une transformation sociale par le niveau municipal, donc une fédération, une confédération des municipalités dans le monde où on pourrait instaurer plus facilement des transformations structurelles de l'économie, des transformations structurelles du système politique pour, encore une fois, redonner plus d'emprise sur la chose publique, sur la res publica aux citoyens pour qu'on puisse véritablement sentir qu'on participe à la gestion politique de nos villes et de nos quartiers. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter ici. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je pourrais continuer sur Barcelone, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Alors, Oui, merci beaucoup. On voit que vous êtes passionné par le sujet. On peut enchaîner avec la suivante. Avez-vous déjà étudié le mouvement des maires de la place de Mai? oui, c'est le mouvement des Madres de la Plaza de Mayo, c'est le mouvement en Argentine des mères qui ont eu des enfants qui ont disparu pendant la dictature. Donc, oui, je connais le mouvement. Je ne l'ai pas étudié en profondeur, jamais fait de recherche là-dessus, mais effectivement, c'est un mouvement important en Amérique latine et même dans le monde. Ça a inspiré beaucoup de mouvements féministes. Donc, le lien avec les communs, je ne sais pas si eux-mêmes le font, mais ça pourrait être une piste intéressante à creuser. Je lis les questions en même temps, même si on peut s'efforcer d'imaginer une ou plutôt des sociétés des communs dans un avenir lointain. Comment rendre ce genre de projet autonome sur le plan économique? En effet, je participe depuis des années à des projets que vous avez cités bénévolement. La majorité des financements proviennent de subventions venant de différents niveaux de l'État. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est un peu la conclusion de ma présentation quand je disais que l'idée, ça serait de former, en fait, l'important, selon moi, dans dans tous ces phénomènes qui s'inspirent des communs, dans toutes ces expériences qui s'inspirent des communs, c'est de créer un mouvement politique. Donc, ce mouvement-là existe, en fait. Si vous tapez les communs en Europe, par exemple, il y a des rencontres internationales sur les communs. En juin dernier, on était supposé d'avoir le forum social des économies transformatrices qui allait avoir lieu à Barcelone et dans lequel toutes sortes d'initiatives des communs allaient participer. Donc, il était très articulé avec l'approche des communs. Donc, il y a déjà un mouvement des communs qui est en train de se créer. Mais à mon avis, tant que c'est ça, tant que ces initiatives-là ne s'organisent pas politiquement en un mouvement politique, on va avoir de la difficulté à faire décoller ça plus loin, disons, que simplement des initiatives un peu disparates et isolées les unes des autres. La question du financement est une question extrêmement importante. Comment faire pour repenser ces choses-là? Selon moi, encore une fois, c'est l'exemple de Barcelone qui est le plus intéressant parce que dans l'optique, encore une fois, de l'approche municipaliste, donc d'une transformation, disons, radicale de l'organisation politique des villes, on a par exemple aujourd'hui les réseaux des villes rebelles qui se rencontrent régulièrement pour parler de transformations importantes, structurelles au niveau des villes. Donc, peut-être qu'une piste de réflexion intéressante, ça serait de partir de ce niveau-là pour essayer d'instaurer, parce qu'on a une marge de manœuvre peut-être plus grande qu'au niveau national, pour instaurer le genre d'initiative que Barcelone est en train de faire. Alors, évidemment, ce n'est pas dépourvu de problèmes. Alors, Barcelone en a. C'est pas ça la question, mais c'est probablement l'exemple le plus avancé en termes d'instaurer ou plutôt d'institutionnaliser l'approche des communs au niveau politique. Donc, c'est ça. On pourrait, c'est une idée la plus intéressante, selon moi, envisagée pour véritablement changer les choses politiquement. Maintenant, dans quelle mesure diriez-vous que ces initiatives d'appropriation des communs influencent concrètement le système capitaliste? On a toujours l'impression que ça reste des marginalités qui ne remettent pas réellement en question le système global. Ben ça, je pense que c'est la question, ça a dû être posé avant avant de ce que je viens de répondre, parce que c'est, je dirais, la même réponse. Donc, effectivement, euh, peut-être une chose que je pourrais ajouter. Donc, euh, comprenez-moi bien, parler des communs ne veut pas dire que les luttes de résistance et de contestation sont soudainement moins importantes ou moins pertinentes. Hein. Donc, moi, la manière que je comprends l'importance des communs, c'est que euh, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas
une alternative ou des alternatives concrètes à proposer au système capitaliste, on va avoir de la difficulté à le remplacer. Et donc, je pense que la lutte des communs, donc tout ce qui est en fait lutte propositionnelle, c'est en fait, moi, dans mes recherches depuis toujours, c'est là-dedans que je m'inscris. Donc, les luttes utopiques, disons, pour faire court, comment faire pour penser des organisations de la société différentes que l'organisation capitaliste, donc des organisations plus justes, équitables, etc. Donc, je pense que ça, c'est un volet important de comment penser aujourd'hui les transformations sociales. Mais l'autre volet tout aussi important, c'est celui des contestations. Donc, toute la lutte que font la contestation des mouvements sociaux explicites, donc les résistances à des changements, les résistances contre des projets de loi qui vont passer, la résistance contre les privatisations, la résistance contre toutes sortes de problèmes que le système capitaliste patriarcal, etc., peut engendrer. Donc, ce sont ce qu'on appelle des luttes de résistance, des luttes de contestation, sont tout aussi importantes que des luttes, disons, propositionnelles, comme les communs se proposent de le faire. Donc, je pense que c'est en combinant ces deux choses-là qu'on peut véritablement arriver à des résultats importants. Comment faire face aux représentations dominantes sur le plan municipal en matière de développement, qui reposent sur l'idée d'innovation technologique issue du secteur privé? Comment faire entrer une autre logique dans l'imaginaire collectif et politique? C'est une bonne question. Comment faire face aux représentations dominantes sur le plan municipal en matière de... Bon, pour vous donner un exemple en fait très concret, le terrain que j'ai fait à Barcelone, c'était en fait une petite mission québécoise, une petite délégation québécoise, dans laquelle on retrouvait une fonctionnaire de la ville de Montréal et qui, elle, est responsable à la ville de Montréal, notamment de la réappropriation d'espaces publics. Donc ça, c'est une première, c'est assez nouveau. Donc, cette personne-là a visité toutes les initiatives que j'ai visitées, dont je vous parlais tout à l'heure, et on a rencontré notamment des élus à Barcelone pour qu'ils nous expliquent comment ils ont instauré toutes ces choses-là. Et depuis qu'on est revenu, cette personne-là, elle s'occupe de essayer de reproduire la même chose à Montréal. Et donc, dans la ville de Montréal, je sais qu'il y a déjà des projets dont je fais partie d'ailleurs qui se développent dans l'optique de faire participer le plus de gens à la réappropriation des espaces. En fait, j'y vais avec beaucoup de précautions parce que je ne sais pas si ces choses-là sont publiques, donc je ne vais pas vous parler du projet en question, mais je participe en ce moment à un gros projet de réappropriation d'espace à Montréal dans lequel toutes les personnes concernées par cet espace-là sont sur la table incluant les peuples autochtones, les Mohawks de la région, pour penser véritablement une manière collective de se réapproprier cet espace-là, en ayant en tête tout le passé colonial, le passé de répression, etc., que le lieu, que la ville de Montréal a participé en faisant dans son histoire. Donc, cette façon de faire les choses, elle est aussi explicitement inspirée de l'approche des communs. Donc, autrement dit, il y a quelque chose qui se passe, même au Québec, au niveau des transformations, des manières de voir les choses. J'ai l'impression aussi que au niveau de l'économie sociale, les principaux organismes de l'économie sociale sont en train, eux aussi, de se re-questionner sur leur modèle, hein, sur leur rôle dans la société. Et je pense qu'on assiste en ce moment à une prise de conscience sur comment faire les choses différemment avec les transformations que subit la société, notamment au niveau social, avec les débats qu'on a en ce moment, et écologique. Donc, je pense qu'il y a moyen d'introduire ces idées-là. Et en fait, ça se fait déjà au niveau municipal. Et je pense que c'est en fait c'est le principal canal pour y arriver. Donc, comment faire entrer une autre logique dans l'imaginaire collectif et politique? Ben, c'est un peu ça. Là. Je crois que ça se fait déjà, du moins à la ville de Montréal, que je connais un peu mieux. C'est en changeant tranquillement, graduellement les mentalités qu'on pourrait pénétrer peut-être ces idées-là dans les milieux concernés. On enchaîne. Savez-vous pourquoi l'exemple d'occupation d'usines en Argentine en 2001 et 2002 sont peu mentionnés dans la chronologie des communs? En fait, moi, je l'enseigne, c'est une très bonne question. Je l'ai enseigné, j'ai pris cet exemple-là. C'est un cours au complet sur
usinas recuperadas, hein, c'est les fábricas recuperadas en Argentine. Donc, c'est le mouvement des usines récupérées en Argentine. Donc, suite à la crise de 2001, la crise économique de 2001, récession, en fait, dépression économique majeure en Argentine, les travailleurs ont décidé de se réapproprier les usines que les patrons avaient fermées et les transformer en coopératives de travail. Si vous voulez en savoir plus rapidement, je vous conseille le documentaire The Take en anglais, hein, la prise, disons, de Naomi Klein, la grande militante Naomi Klein, qui était là sur les lieux et qui a documenté ce mouvement en devenir, en naissance, qui est celui des usines réappropriées en Argentine. Et donc, je suis allé voir les chiffres parce que j'ai enseigné ça à la session passée. Et je suis allé voir les chiffres. En fait, le mouvement n'a jamais diminué depuis 2001. Donc, au contraire, il est en expansion. Il y a de plus en plus d'usines réappropriées. Et donc, c'est devenu un réseau d'usines réappropriées par les travailleurs, des usines de toutes sortes de secteurs. Il y en a dans les chaussures, il y en a dans le textile, dans la manufacture, dans les services. Et c'est véritablement des patrons qui ont quitté, des usines qui ont fait faillite parfois et que les travailleurs ont décidé de racheter avec des fonds de pension parfois, et qui se sont réappropriés l'usine en l'organisant sous forme de coopérative. Donc ça, pour moi, c'est un des exemples les plus importants, en fait, des communs, parce que là, on a véritablement une transformation, certes, modeste au niveau de l'économie argentine, mais néanmoins assez importante pour qu'on parle d'un mouvement. Donc, à ma connaissance, c'est peut-être un des lieux les plus avancés où on a ce mouvement de réappropriation d'usines pour les transformer en coopératives. Je crois qu'on devrait effectivement largement s'en inspirer. Merci. Madame Mouchon qui demande votre avis, elle dit que les modèles de gestion participative, d'autodétermination, auto-organisation, voire autogestion qui se répandent aussi bien en entreprise qu'au niveau des municipalités sont des exemples intéressants d'autres modèles, souvent plus efficaces et performants, notamment au niveau financier. Elle dit que c'est peut-être une piste encore ténue vers une alternative convaincante au capitalisme. Qu'en pensez-vous? Oui, ben, c'est exactement ce que j'ai essayé de dire depuis le début. Là. Effectivement, en fait, si on regarde juste le secteur des coopératives au niveau mondial, suite à la crise de 2008-2009, la crise financière, on a sorti des études en montrant que le taux de faillite des entreprises coopératives un peu partout dans le monde était drastiquement moins élevé que les entreprises privées. Donc, il y a une résilience beaucoup plus grande chez les coopératives que dans les entreprises privées lorsqu'il y a crise. Donc, par exemple, ça, c'est déjà pour convaincre économiquement des gens qui seraient sceptiques au coop, par exemple, c'est un argument quand même assez intéressant. Le secteur coopératif au Québec a un poids gigantesque, donc c'est des milliers d'emplois, des milliards en revenus et en participation au PIB québécois. Donc, encore une fois, pour parler du modèle coopératif, c'est effectivement, selon moi, un des modèles les plus intéressants à explorer. Mais je reviens à cette difficulté de l'avancement politique de la chose. Donc, je pense aujourd'hui, et je suis conscient que le mouvement coopératif, je pense lui-même, est en train ou du moins certains secteurs du mouvement coopératif ont cette réflexion-là aussi, de comment réorganiser ou organiser le mouvement coopératif de manière à ce qu'il projette ou ce qu'il dégage un projet politique, disons, plus mordant. Qu'on puisse véritablement proposer le modèle coopératif comme une vraie alternative plutôt que, comme certains le conçoivent aujourd'hui, un tiers secteur de l'économie. Donc, un secteur qui n'est ni le public ni le privé. On a le tiers secteur de l'économie sociale, du coopératif, et qui remplit bien son rôle à l'intérieur du système économique actuel. Donc, c'est ça, là, pour moi, le principal défi de ces initiatives-là, c'est de sortir de cette vision du tiers secteur qui remplit bien son rôle, qui satisfait tout le monde, et le public et le privé qui ne veulent pas s'occuper de ces choses-là, et que donc tout le monde est content. Il faut sortir de ça pour véritablement montrer que ces initiatives-là peuvent devenir une vraie alternative au système actuel plutôt que se contenter d'être un pion dans l'échiquier. Merci beaucoup. Alors, allons-y avec une toute dernière question. Manifestement,
Votre présentation a suscité de l'engouement pour la sociologie chez nos participants. Alors, on nous demande s'il y a une école d'été offerte par le département ou sur le sujet. Oui, effectivement. Donc, ben, j'en profite pour faire une petite promo. C'est effectivement le cas. Donc, du 24 au 28 mai, j'organise une première école d'été, en fait, donc avec ma chaire, qui s'intitule Coopération, commun et économie transformatrice. Donc, ça va se produire pendant une semaine, du 24 au 28 mai. Il y a 4 panels avec 3 à 5 participants par panel par jour. Donc, ça fait une cinquantaine de présentations différentes au cours de la semaine. Les inscriptions vont ouvrir le 31 mars. L'école accepte et des étudiants donc dans le programme crédité, mais aussi des travailleurs qui sont curieux de ces choses-là, qui peuvent prendre l'école, qui peuvent suivre l'école avec l'option non créditée. Donc, tout le monde est bienvenu, autrement dit. Et donc, ça va traiter de ces questions-là plus en profondeur. Les communs avec les questions de genre, les questions de l'éthique du care, les questions postcoloniales, les questions de la planification démocratique de l'économie. On a un groupe de recherche là-dessus. On va avoir aussi la moitié de l'école, ce sont des panels avec des acteurs du milieu. Donc, Bâtiment 7 va être là, Espace d'initiative, le Champ des possibles, l'organisme SPOT à Québec, la coop Ntaskinan. Donc, l'idée, c'est de créer un espace de rencontre entre chercheurs, étudiants et acteurs du milieu qui œuvrent dans ce domaine-là pour qu'on puisse véritablement commencer à réfléchir un modèle ou peut-être même un mouvement dans cette optique-là. Donc, vous êtes toutes et tous très bienvenus à vous inscrire à l'école d'été et puis aussi à aller regarder nos programmes de premier, deuxième, troisième cycle en sociologie à l'Université Laval et nos certificats également, en espérant peut-être vous voir quelques-uns d'entre vous parmi nous à l'automne ou cet été. Merci beaucoup, encore une fois, et merci à tous les participants et participantes d'avoir assisté à cette présentation. Au plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été là.